La confiance aujourd'hui des citoyens envers le politique est extrêmement faible. C'est un problème récurrent. Du point de vue républicain, ce n'est pas un accident, ce n'est pas par hasard qu'il y a une telle perte de confiance, mais au contraire, c'est une conséquence de la conception libérale de l'État et en plus particulièrement de la conception libérale de la représentation. Comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises, le cadre libéral suggère que la représentation est en quelque sorte une forme de délégation. Je délègue la mission la gestion des affaires publiques à des personnes dont c'est la profession et je les choisis en fonction de dans le cas le plus fort, le plus caricatural, j'ai envie de dire, dans celui dont j'aurai le sentiment qu'il défendra le mieux mes intérêts. Le représentant est donc en quelque sorte mon fournisseur d'un service, la défense de mes intérêts dans le champ politique, et je suis son client. Ce clientélisme, dès lors, serait, du point de vue de la critique républicaine, inhérente ou consubstantielle, en tout cas dans son risque de dérive, au cadre libéral. Et le cadre libéral sera en quelque sorte un cadre qu'on pourrait qualifier, le terme est fort, mais de corrompu. Pourquoi corrompu? Précisément, c'est toujours du point de vue républicain, précisément parce que le pouvoir public et ceux qui sont en position d'exercer ce pouvoir public ne sont pas incités nécessairement à le faire dans le sens de l'intérêt général, mais ils sont incités à le faire dans le sens d'intérêts particuliers. Alors, dans le cas extrême, la corruption, c'est quand vous utilisez, en tant que représentant politique, vous utilisez votre capacité de légiférer, votre capacité de prendre des lois, de prendre des décisions au profit d'un groupe de personnes spécifiques qui vous monnaient en échange. Alors, effectivement, c'est hautement problématique, c'est répréhensible, il y a d'ailleurs des lois contre les conflits d'intérêts, etc., dans le cadre libéral, mais la critique républicaine, c'est de dire que au-delà des cas les plus symptomatiques, les plus problématiques, et qui sont d'ailleurs illégaux, c'est le régime en lui-même, la manière dont la représentation en elle-même est pensée, qui induit une forme faible de corruption et de clientélisme. Dans la mesure où, si je prends maintenant la forme la plus faible, le représentant politique, il est là et il va monnayer finalement sa capacité de légiférer, son pouvoir, sa puissance, en vue de l'intérêt de ses électeurs, puisqu'il souhaite être réélu. Et donc, son intérêt personnel, être réélu, va le conduire à monnayer ou à utiliser sa puissance, sa capacité de légiférer au profit d'un intérêt particulier, d'un intérêt spécifique, celui de ses électeurs. Alors, effectivement, donc là on est dans une forme qui n'est pas du tout illégale d'exercice de son pouvoir politique. C'est même souvent un comportement assez courant. On peut se dire, oui, moi je suis représentant d'un certain nombre de catégories d'électeurs, de ma commune par exemple, et donc j'utilise mon pouvoir politique au profit des habitants de ma commune, ou de ma communauté. Si je suis un représentant d'une communauté linguistique par exemple, eh bien j'ai de compte à rendre aux électeurs de ma communauté linguistique, et c'est donc les intérêts de ma communauté linguistique que je vais défendre. On retrouve ce qu'on avait mis en exergue dans la capsule précédente, le problème d'un fédéralisme mettant en compétition les intérêts d'une partie des citoyens. Mais c'est un phénomène ou c'est une situation qui est généralisable. Dès lors qu'un représentant politique a le sentiment d'être ce qu'il est grâce à un certain nombre d'électeurs, il est dans une situation d'utiliser sa capacité de légiférer pour ses électeurs. Et d'un point de vue libéral, en soi, ce n'est pas problématique, puisque c'est l'essence même de la délégation. Si ce n'est donc lorsqu'il y a un enrichissement personnel direct, là, on est de l'ordre du caractère problématique. Mais si c'est défendre les intérêts des électeurs qui m'ont donné un mandat, par exemple, je suis le représentant des patrons et j'ai comme mandat finalement de manière implicite, de faire en sorte que l'impôt des sociétés baisse, ou au contraire, je suis le représentant des travailleurs et j'ai comme mandat implicite quelque part de faire en sorte que les salaires augmentent le plus possible,
sans me demander si finalement c'est conforme ou non à l'intérêt général, et c'est toujours ambigu, est-ce que je le fais dans l'intérêt de mes travailleurs, ou est-ce que je le fais parce que je pense que c'est comme ça que je servirai le mieux l'intérêt général, c'est difficile à trancher, c'est un peu même impossible à trancher, si ce n'est peut-être dans l'intention personnelle que peut avoir le représentant politique. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux mettre en exergue, c'est que ce mécanisme de représentation et de délégation fait en sorte que le représentant politique est incité à défendre des intérêts particuliers. Et de l'autre côté, le citoyen, lorsqu'il n'est pas satisfait de son représentant, que peut-il faire ? En définitive, ce qu'il peut faire, c'est exactement comme dans une relation économique, commerciale. Finalement, c'est une vision très très économique, commerciale de la représentation politique que je suis en train de vous décrire. Eh bien, le citoyen, s'il n'est pas content, il va changer de fournisseur, comme il changerait de fournisseur d'électricité s'il n'est pas satisfait du sien. Il prend un autre fournisseur, un autre représentant, un autre parti politique, dans l'espoir que celui-là défendra davantage ses intérêts. On est donc dans cette représentation où le citoyen ne peut faire que, pour exprimer son mécontentement, de jouer un jeu d'offre et de la demande. Mais chaque représentant, chaque groupe politique étant lui-même dans une situation de concurrence, la question est de savoir est-ce que le mécontentement des citoyens va simplement être satisfait par ce jeu de changement de fournisseur. Est-ce que son mécontentement ne peut pas trouver une source plus profonde, qui est un mécontentement non pas par rapport à la manière dont le pouvoir politique est exercé par un représentant ou un parti particulier, mais un mécontentement par rapport à la manière dont le système politique fonctionne, un mécontentement par rapport à la manière dont la société évolue. Or, les représentants politiques, ils évoluent dans un cadre contraint. Et donc le problème n'est pas forcément savoir si nos représentants politiques font bien ou pas leur boulot. Le problème est de savoir s'ils ont les capacités d'action pour encore parvenir à satisfaire les citoyens lorsque leur demande n'est pas simplement une demande de défense des intérêts, mais lorsque leur demande est l'élaboration d'un nouveau projet de société, une réorientation du système en tant que tel. Et cette perte de confiance des citoyens envers le politique, cette perte de confiance en fait non plus envers des politiques, mais envers la capacité du politique en tant que tel, du système politique en tant que tel, de définir l'avenir, de définir comment nous allons vivre en société ensemble. Cette perte de confiance des citoyens envers le monde politique en général, et plus envers l'un ou l'autre représentant politique, est une des raisons sans doute pour lesquelles, même lorsque des citoyens ont aujourd'hui un sens de l'intérêt général, ont la volonté de contribuer au bien commun, ne cherchent pas simplement à maximiser leur intérêt, lorsqu'ils ont une dimension de responsabilité sociétale, aujourd'hui ils ont une préférence pour l'engagement associatif, ils ont une préférence, même lorsqu'ils veulent se défendre s'engager sur le plan politique, de le faire à travers des mouvements citoyens, à travers des mouvements qui portent des causes, plutôt qu'en s'inscrivant dans le jeu du système représentatif, le jeu du système des partis, qui est globalement sujet à une forte défiance aujourd'hui. Perte de confiance d'ailleurs, qui est toujours, du point de vue républicain, est finalement une conséquence inévitable de cette scission entre État et société civile. Puisque s'engager dans les mouvements citoyens, c'est précisément dire, en tant que citoyen, je veux rester dans le champ de la société civile. Je ne veux pas passer le cap du basculement dans cet autre de la société qu'est l'État. Je veux être celui qui défend une cause, qui défend des valeurs. Je ne veux pas être celui qui doit exercer cette mission de gestion des affaires publiques. Mais dès lors, jusque dans cette défiance qui est suscitée
l'éloignement des citoyens de la société civile, on voit qu'on est dans un cercle vicieux qui se renforce, parce que si même ceux qui souhaitent s'engager, même ceux qui ont une conscience de leur responsabilité sociétale, même ceux qui veulent défendre le bien commun, si ceux-là même se détournent du champ politique et privilégient plutôt par exemple l'action citoyenne ou associative, on renforce la tendance libérale à une professionnalisation de l'appareil politique, à une professionnalisation de cette mission de gestion des affaires publiques. Et donc, nous avons, une fois encore du point de vue républicain, nous avons des représentants politiques qui représentent finalement la face visible d'un appareil administratif. On peut d'ailleurs se demander si le vrai lieu du pouvoir est encore dans le champ politique en tant que tel, en tout cas les élus. Est-ce que ce sont vraiment eux qui exercent le pouvoir, ou bien est-ce que leur mission est davantage d'être des représentants de commerce, d'appareils de pouvoir plus implicites? Est-ce que les représentants politiques ont encore la capacité d'avoir la maîtrise suffisante des dossiers pour comprendre ce qui se passe, pour être en mesure de faire des choix, ou finalement c'est les experts, les fonctionnaires, les technocrates qui sont derrière eux, qui exercent réellement le pouvoir? C'est en tout cas un questionnement républicain qui pourrait voir dans la démocratie actuelle davantage une technocratie, puisqu'en définitive, ce serait pas tant le citoyen, et même peut-être pas le représentant politique auquel en théorie on donne cette fonction de gestion des affaires publiques, mais les experts, les technocrates, les techniciens donc, qui sont derrière les représentants politiques, qui sont dans l'appareil étatique, ce seraient eux qui auraient le véritable pouvoir, voire même au-delà d'eux, ce serait des contraintes d'un système institutionnel et d'un système économique lié à une financiarisation de la mondialisation qui renforcerait ce risque d'une démocratie qu'apparente, d'une démocratie qui est certes dans ses procédures, dans ses institutions en présence, oui il y a des élections, oui nous votons, mais en définitive ce n'est plus par le jeu politique que les décisions se prennent réellement. Les décisions se prennent dans des administrations qui négocient des traités internationaux, les décisions se prennent simplement par la contrainte d'un système économique mettant en concurrence les systèmes politiques. À partir du moment où vous avez une économie qui se déploie à l'échelle mondiale, quelle capacité, quelle autonomie, quelle indépendance politique conserve un pays comme la Belgique, a fortiori pour des pays encore plus petits, de pouvoir décider de quel projet de société ils souhaitent, quelle est la capacité réelle de marge de manœuvre qu'un gouvernement dispose lorsque l'exigence de compétitivité, les contraintes budgétaires et autres, finalement, conditionnent fortement les choix politiques tels qu'ils peuvent être faits. Avec le sentiment peut-être dès lors que c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, finalement, que ce soit un gouvernement de gauche, que ce soit un gouvernement de droite, eh bien les politiques mises en œuvre ne seraient pas fondamentalement différentes. Dès lors, à quoi bon voter? Eh bien, ça illustre bien ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. Lorsque le mécontentement des citoyens ne porte pas tant finalement sur un politique par rapport à un autre, sur un parti par rapport à un autre, changer de fournisseur, comme le propose le cadre libéral, n'est pas une réponse satisfaisante à ce mécontentement. C'est un mécontentement plus profond qui est finalement trouve sa source dans un sentiment d'inefficacité du politique, dans un sentiment que le politique n'est plus à la hauteur de la mission que, en tout cas, le républicanisme voudrait lui donner, être l'instance par laquelle la communauté politique peut agir sur elle-même, décider de son avenir, de son destin, de la manière dont elle souhaite vivre en société. Dans un champ aussi contraint, aussi complexe, aussi technique que celui de nos sociétés mondialisées, le politique ne paraît plus à la hauteur de sa mission, et pas par faiblesse de ses représentants, simplement par incapacité structurelle.